3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bastien Dreux est avec nous, le responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Enguerrand Artaz est également à nos côtés, gérant et stratégiste à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Abdoulaye Sardi nous accompagne également ce soir, gérant tech chez Amplegest. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Grégoire. D'habitude les stars, ce sont vous messieurs, mais la star aujourd'hui, je dois le dire, grâce à vous Abdoulaye, j'ai dans les mains ce qu'on appelle un GPU. GPU manufacturé par Nvidia, designé par Nvidia, qui est un GPU d'une gamme assez ancienne de Nvidia. Très ancienne, le Volta. Le Volta, Alors, voilà, c'est même pas un nom que je connaissais d'ailleurs pour dire les choses. Donc déjà, c'est la première fois que je vois un GPU, donc je suis assez content. Bon, ça pèse quand même son petit poids. On peut pas dire que ce soit une micro puce, hein, c'est quand même un objet voilà, qui a une surface assez importante. Comment on peut expliquer justement comment fonctionne ce GPU au regard des composants qui le composent justement, Abdoulaye? Du coup, je vous le donne, regardez, si vous pouvez nous faire un peu la description du GPU. Alors, la description d'un GPU, on va dire le nerf de la guerre, ou ce qu'il y a Donnez-le un peu plus haut, si vous pouvez. Donc, un tout petit peu plus haut. Comme ça, alors. Ouais. Le cerveau, c'est vraiment ce qui est au milieu. Donc, ce que conçoit Nvidia, c'est vraiment ce qui est au milieu. C'est ce qu'on appelle le die, le cœur même. Donc, Nvidia fait le design, le blueprint, et l'envoie à TSMC pour être imprimé. Puis, donc c'est là où toute la réflexion, il peut y avoir des centaines de milliers de petits travailleurs, de petits cœurs, qui font le calcul parallélisé pour faire réfléchir l'IA. Et la mémoire, donc le COSPI qui a fait plus 70 depuis le début de l'année, c'est sur les petites mémoires HBM qu'on voit ici. Je pense que c'était du HBM2 à l'époque, manufacturé par Samsung. Qui était le leader de l'époque. Qui était le leader de l'époque et qui a perdu pas mal de parts de marché parce qu'il n'a pas su faire la transition technologique. Et donc l'essentiel de la valeur ajoutée, vraiment, elle est au milieu. Et on a tout ce qui est autour, c'est la gestion électrique, la stabilisation énergétique, donc des capaciteurs, c'est ce que peut faire par exemple STMicro à Infineon. On a le substrat qui est au milieu, qui est ici, donc c'est les Japonais. On a aussi une société européenne qui s'appelle AT&S qui le fait. Donc voilà, mais l'essentiel de la R&D, c'est vraiment ici. C'est bien de voir physiquement la chaîne de valeur de l'IA à travers les composants comme ce vieux GPU d'NVIDIA. Mais je tiens à préciser que même si c'est vieux, la logique se maintient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste que la taille grossit, le nombre de puces évolue, mais c'est le même principe. Les performances sont simplement... Exactement. X fois supérieur, c'est ça. Mais c'est le même principe de fonctionnement. Alors à côté de ce GPU, vous nous avez apporté donc un CPU qui là est designé par AMD. Je ne sais pas si on le voit bien, il est déjà beaucoup plus petit. Oui. Et ça, on a pensé un temps que ça ne servirait plus à rien. En tout cas, le narratif de marché, c'est ce que nous disait le narratif de marché et les brokers depuis 3 ans, c'était l'architecture des data centers va évoluer, le CPU est mort, le nouveau roi des data centers du déploiement, c'est le GPU. Sauf que depuis le début de l'année, on va dire et surtout depuis les 2 derniers mois, on comprend que l'agentique, la moitié du temps d'un agent, ça sera la structuration et l'orchestration des tokens qui se fait dans le CPU. Et donc il y a un plan d'investissement qui est non négligeable maintenant et un marché adressable du CPU qu'on n'arrive même pas à estimer. C'est-à-dire que c'était 60 milliards l'année dernière. Il y a 2 mois, AMD a annoncé 120 milliards et on a rencontré ARM il y a 1 mois, ils disent 500, 200 milliards. Wow. On n'arrive pas à ça. Donc ça, c'est l'IA agentique. C'est la nouvelle étape, effectivement, en attendant l'IA physique, la robotique, etc. Est-ce qu'il y a trop de capacité? C'est la question là que l'information autour de Meta, qui est une information de presse, rapportée hier par l'agence Bloomberg, c'est la question que ça pose. Meta est en train de réfléchir ou d'imaginer se lancer dans le cloud business services, les services de cloud, comme le font déjà Azure, bien sûr, AWS, qui sont les leaders du marché, Google Cloud également. Meta serait prêt à créer ce business, cette verticale d'activité, notamment parce qu'on comprend entre les lignes qu'il y a peut-être de la capacité excédentaire déjà chez Meta et qu'il faut trouver une solution de monétisation. Alors, il faut prendre toujours par rapport à des news comme celle qu'on a eue hier, il faut toujours prendre un peu de recul et se rebaser sur les fondamentaux. Je comprends parfaitement la réaction du marché. Donc Meta a bondi.
et les semi-conducteurs ont beaucoup baissé. Sachant que la performance des semi-conducteurs depuis le début de l'année est juste phénoménale, mais qui se justifie aussi par des fondamentaux qui sont vraiment solides. Si on regarde par exemple les estimations de croissance de SK Hynix, Micron, des équipementiers, il y a eu des révisions non négligeables. Par exemple quand on regarde Hynix, Micron, on a multiplié par 4 l'operating profit, donc on comprend pourquoi il y a eu cette performance. Maintenant, il y a les publications du deuxième trimestre qui arrivent. Le marché essaie de se stabiliser, de trouver s'il y a encore de l'EPS upside, des révisions bénéficiaires à la hausse. Et à ce moment-là, au même moment, on a une news marginale négative qui vient. Donc, il y a des prises de bénéfices. On comprend parfaitement. Maintenant, quand on prend du recul, Meta a déjà annoncé lors d'un conf call récent qu'ils avaient comme intention de revendre de la capacité. Parce que l'une des critiques, maintenant, le marché veut voir aussi de la génération de cash flow et une amélioration des marges. Ce qu'on voit chez Google, mais pour l'instant, le plan de déploiement et d'investissement de Meta est vraiment remis en question. Là où Gemini évolue, Anthropic évolue, ChatGPT évolue, le Llama, il n'existe pas pour l'instant. Et Zuckerberg le dit très bien, et c'est un échec. Le déploiement, en fait, les recrutements qu'il a fait, etc., c'est un échec. Et l'une des façons de... Donc, en l'absence de modèle IA compétitif, ils sont obligés de trouver une autre manière de rentabiliser leurs investissements. C'est plus de 135 milliards estimés, je crois, pour Facebook, Meta, cette année. Et donc, sans doute encore un peu plus l'an prochain, si on suit la trajectoire, non ? Pour faire plaisir au marché. Et le marché n'arrêtait pas de le mettre face à ses échecs. Le métaverse était mauvais. Et qui nous dit que tu fais pas la même chose. Yann Lequin est parti. Et au final, on voit pas de modèle. Donc, il met un peu de beurre dans le... Voilà. Donc, il essaie de créer un peu de rentabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il continue d'acheter des capacités en externe, chez des néo-clouds, ce qui montre qu'il est peut-être sérieux dans cette démarche de devenir un hyperscaler. Dans les CAPEX, on le prend en considération dans les hyperscalers, mais il a envie aussi de vendre peut-être de la capacité. Sachant qu'il y a 1 an et demi, au niveau du marché, le marché considérait la revente de Llama au sein des entreprises, c'est-à-dire que ça devienne un modèle en interne. Je pense que c'est encore le cas. Tant que le modèle n'est pas disponible, il va vendre de la capacité. Et pour clôturer sur ce point-là, il y a une étude de Goldman qui est sortie il y a 1 mois et demi. On s'attend à ce que la consommation de tokens d'ici 2030, tirée en grande partie aussi par les agents, 40 quadrillions par mois. Partant de 5 000 milliards. En fait, il y a une multiplication par 24. On sait même plus ce que ça veut dire. Non, mais c'est déjà que le trillion, qui est devenu l'échelle standard aujourd'hui, on apprend à manipuler le trillion, mais là, les quadrillions, ça va. Mais je pense que c'est un KPI qui n'aura bientôt plus de sens. C'est comme un indicateur de performance. C'est pas ça qu'on va regarder. C'est comme si on regardait au début d'Internet et on disait on va consommer 2300 000 milliards de mégaoctets. Au final, on n'en parle plus. On va payer pour un service et on va payer pour une intelligence et ça sera ça le. Mais il y a de la place dans ce marché pour un nouvel acteur, un nouvel hyperscaler, Meta face à Azure, encore une fois, AWS, Google Cloud, demain xAI, SpaceX. Je dirais que oui, tant que le gap entre la demande et l'offre est encore aussi important, ce qui semble être le cas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à court terme, on va dire que ça crée une certaine remise en question des néo-clouds, qui, eux, dans la création même, n'étaient que pour faire face aux besoins de pic de demande. Et donc, on avait Microsoft et compagnie qui leur donnaient un peu de business model. Donc, c'est surtout eux qui sont remis en question à court terme. Bon. Comment on regarde ce thème de marché, Enguerrand? On en parle très régulièrement avec vous. Vous étiez là il y a pas très longtemps encore. C'est vrai que si on regarde les performances du mois de juin, alors là, les premières séances de juillet tendent à renverser un petit peu le mouvement ou les tendances observées en juin. Mais la tendance de juin, c'était quand même Max 7, enfin des Max 7, on en était arrivé au Lag 7, c'est un moins 10 pour les Max 7 en juin, quand le SOX ou le Kospi ont continué sur une course, un rythme de course effréné et délirant. Oui, là on assiste un peu à une correction de ces phénomènes-là. C'est vrai que quand on regarde l'écart Max 7, alors même si je pense que de plus en plus cet acronyme Max 7 va falloir l'oublier parce que les réalités idiosyncratiques de chaque groupe commencent à tellement diverger qu'il n'y a plus vraiment, même si avant elles étaient déjà différentes, mais là il n'y a même plus de narratif vraiment commun. Mais enfin, en tout cas, l'écart entre ce segment de marché et tout le segment semi-conducteur mémoire était extrêmement tiré et très bien expliqué avant, il suffit d'un petit prétexte qui peut-être 6 mois avant
n'aurait pas fait grand-chose sur le marché. Pourquoi là, on se dise, allez, c'est bien, en plus, on a tous les brokers de la Terre qui aujourd'hui poussent les investisseurs à faire des rotations, vers les Max 7, vers l'Europe, vers ce que vous voulez. Donc, on est dans un moment de marché où on a besoin de tourner un peu, on a besoin de prendre un peu des diversification, profits. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup lié à ça. Je ne pense pas du tout qu'on soit à la fin du rallye des semi-conducteurs. Clairement, la question de la surcapacité se posera tôt ou tard. Je pense qu'on n'y est pas pour une simple raison, c'est qu'on est juste en train de commencer à construire des capacités du côté des producteurs de semi-conducteurs. Généralement, c'est quand on est en pleine bourre de création des capacités qu'on arrive aux surcapacités. Ça a été vrai dans à peu près tous les segments industriels. Les gens qui suivent notamment les minières, etc., le savent très bien. C'est quand on commence à multiplier les annonces qu'on arrive vers le haut de marché. On n'est qu'au début de ça, finalement. Donc, mais les montants sont tellement importants. Le plan Corée du Sud, qui englobe SK hynix, Samsung, c'est tout de suite quasiment 1 trillion, quoi. C'est-à-dire que les montants sont tellement délirants que ça va vite, quand même. Ça va très vite, mais il y a aussi une demande qui va aussi très vite. Il y a un moment, tôt ou tard, la question se posera. Mais je pense que là, on est plus dans un moment de marché où les armes ne montent pas au ciel, en tout cas pas de manière linéaire. Il faut des moments de respiration, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on en aura beaucoup d'autres. Justement, on en parlait la dernière fois que je disais, dans les phases vraiment de ce que je considère qu'on commence à avoir petit à petit des signaux de bulle de marché, même si on n'est qu'au début, à mon avis, de ça. Dans ces phases-là, on a très souvent des mouvements de correction intrasectorielle assez brutaux, même si on prend juste le Nasdaq sans regarder à l'intérieur. Ce que je disais en 2000, sur la fin du run de 2000, on a 7 ou 8 corrections de plus de 10% du Nasdaq en un an. Donc, en fait, tout ça est parfaitement normal, mais je pense qu'on n'est pas encore à la fin du narratif. Mais le point que vous souleviez la dernière fois, que vous rappelez aujourd'hui, c'est voir des corrections de 10%, c'est pas antinomique avec l'idée d'une bulle. C'est pas antinomique. Et même, je dirais, c'est l'inverse. C'est le fait qu'on ait des corrections relativement importantes, relativement régulières, et où à chaque fois on dépasse les plus hauts, c'est presque même caractéristique d'un phénomène de bulle, parce que malgré tout, le marché fait quand même des arbitrages, se pose des questions. Même quand on est dans une bulle, on se pose quand même des questions. Et là, on est, à mon avis, qu'au début du sujet, donc on se pose des questions. Est-ce que ça va remettre en question l'appétit pour les semi-conducteurs ? Je pense pas. On a une phase de respiration. Je pense que ça reviendra assez rapidement. C'est pas encore 99. On n'est pas encore au début de l'année 2000 ou à la fin de l'année 99. Je pense pas qu'on soit au début de l'année 2000. Peut-être qu'on est au début de l'année 99. Oui, d'accord. Mais on a encore un petit peu de marge. Mars 2000, le pic, je le rappelle pour ceux qui suivent ou qui n'ont pas eu la chance de suivre cette séquence-là. Est-ce qu'on reste avec le regard peut-être macro que vous pouvez avoir aussi, Bastien ? Est-ce que les prix, les valorisations de marché autour de l'IA restent quand même en lien avec une certaine réalité d'investissement, de perspective, de rentabilité, d'accroissement des chiffres d'affaires, des marges ? Est-ce qu'il y a quand même encore un degré de corrélation ? Ou est-ce que le marché s'est déconnecté de manière importante, peut-être sur certaines poches d'ailleurs et segments très spécifiques ? Vous me corrigerez si je me trompe. mais en fait, quand on regarde les 3 sociétés qui sont vraiment les stars de l'année, c'est-à-dire celles qui produisent des puces mémoire, donc les SK hynix, Samsung et Micron, on voit que leurs profits augmentent énormément. Et surtout, quand on les interroge, nous, on a des analystes qui parlent à ces sociétés. Enfin, j'imagine que c'est pareil chez vous. Enfin, et ce que nous disent ces sociétés, c'est que les carnets de commandes pour les puces mémoire sont pleins pour cette année, pour l'année prochaine, pour 2028 et presque pour la suite, quoi. Donc on a vraiment une demande, mais presque de la visibilité sur la demande pour ces sociétés qui est extrêmement forte. Et en fait, ces sociétés dont les profits augmentent beaucoup, finalement, quand on regarde les métriques traditionnelles comme les forward PE, etc., elles sont ridicules, quoi. Enfin, alors que SK hynix, ça se paye 7 fois le PE forward. C'est ça, ouais. Oui, mais il faut faire attention à une chose, c'est que généralement, ça ne se regardait pas en PE, ça se regardait en price to book, return on equity, ce qui me fait rejoindre mon ami qui disait, donc il faut faire attention, c'est généralement quand le marché oublie les métriques du passé, commence à se dire non, je veux le regarder en PE. Nouveau ratio, nouveau standard. Néanmoins, énorme demande. Mais globalement, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment des fondamentaux qui sont très très bons pour ces acteurs-là.
Après, on parle quand même de 3 sociétés qui ont des performances depuis le début de l'année de plus 150 pour la moins bonne, plus 250, plus 300% depuis le début de l'année. Oui. Et donc, il y a une concentration sur un faible nombre de valeurs, et ça entraîne le KOSPI évidemment, mais aussi le MSCI émergent, parce que c'est des sociétés qui ont des poids qui sont très importants pour ces indices. Et donc, le fait que ce soit concentré sur quelques acteurs, ça entraîne une volatilité qui est très forte. En plus de ça, la microstructure de marché fait que on a vraiment des phénomènes d'exagération locaux. On dit une exagération donc locale, des mouvements locaux. Bon, voilà, j'ai réussi. Avec notamment des ETF très leveragés sur un seul nom, donc ce qui peut amener à des prises de profit qui sont assez abruptes et en fait, ce qu'on dit, globalement, c'est pas vraiment incohérent, quoi. On a des fondamentaux qui sont vraiment très très bons, mais avec des passages locaux qui sont très volatiles. On a des journées à moins 10. Le KOSPI est devenu la bourse la plus volatile Exactement, du monde. Il faut voir, comme vous dites, ces ETF leveragés. Alors, la Corée du Sud en est le laboratoire, presque, j'ai envie de dire. ETF leveragés sur des noms spécifiques, sur des single stocks, donc Samsung, SK Hynix. Il faut regarder ce que représentent ces ETF en termes de volume d'échange par rapport au turnover classique du titre, du sous-jacent. Ça n'a plus rien à voir. On traite beaucoup plus l'ETF que le titre lui-même. Et du coup, on arrive à des phénomènes d'exagération temporaire sur quelques séances, sur quelques semaines, qui amènent des prises de profit qui sont elles aussi très très volatiles, quoi. Mais il faut presque s'y habituer, quoi. Oui, c'est le nouveau monde. Mais comme vous dites, Micron, j'ai vu qu'en 2 trimestres, Micron indique avoir généré plus de free cash flow que sur l'ensemble de son histoire. En 2 trimestres. Je ne sais même pas si on peut imaginer changer de monde. On ne change pas de monde, on change d'univers à ce niveau-là. Sur la structure de marché, quand même, de voir, alors la finance est à jamais à un produit près ou à une ingénierie financière près, bien sûr. C'est normal que tout ça soit accompagné par, j'imagine, le design, la distribution de nouveaux produits, mais ça peut quand même poser un problème, la structure de marché, le comportement des particuliers aussi vis-à-vis de ce thème de l'IA, Abdullah. Est-ce que vous suivez ça de près et est-ce que ça fait partie aussi des critères que vous regardez quand vous décidez d'investir dans une valeur? Il y a l'aspect fondamental, l'aspect comportemental des marchés devient très important aussi. Il le devient, mais il l'a été depuis pas mal de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode Wall Street Bet. Oui, on voyait que les mêmes stocks. Exactement. Oui, il y a une partie du retail qui quand il choisit de targeter ou de mettre du flux sur certaines valeurs, elles deviennent beaucoup plus volatiles, etc. Donc c'était GameStop. On a voulu, la foule des retail a voulu sauver Micromania, c'est l'entreprise GameStop, et donc on a sauvé Micromania grâce aux particuliers, quoi. Mais ce mouvement-là est toujours actif aujourd'hui. C'est juste qu'on en parle moins, mais il essaye de devenir plus fondamental, de se diriger vers certaines sociétés. Donc, le KOSPI, on est le reflet extrême, mais avec... je comprends que fondamentalement, une partie du flux du retail se soit dirigée vers le KOSPI, parce que, les titres, clairement, ils ont fait x2, mais en termes de rentabilité et d'attente, parce que les fondamentaux, c'est les attentes d'EBIT, de résultats opérationnels courants en début d'année par rapport à aujourd'hui, je pense qu'elles ont doublé aussi. Et donc, le retail, voulant mettre une partie, il y en a qui s'endettent. Ils sont au bon endroit. Ils font pas d'erreur sur le choix des sociétés sur lesquelles il y en a qui vont s'endetter. Voilà, c'est ça. Pour se leverager, on se dit ok, je m'endette, je mets ma maison, je vends ma maison, je m'endette, et du coup je fais faire du x3. Et ça augmente la volatilité sous-jacente et implicite de ces titres-là de manière significative. Mais il faut s'y faire. C'est-à-dire qu'auparavant, nous on est sur Hynix et à Micron depuis le lancement du fonds, ça fait 4 ans, mais c'est vrai que ces titres-là sont devenus super volatiles, mais on s'y fait, c'est-à-dire qu'une journée de moins 15, c'est devenu normal. Comment on gère ça quand on est un professionnel de la gestion d'actifs? Le particulier, j'allais dire, malheureusement ou heureusement, il fait ce qu'il veut, mais un professionnel, il a des contraintes, des règles. Comment on gère ça? On fait vraiment attention. Alors, quand on a déjà la position en portefeuille, on ne peut pas réellement le gérer. Par contre, il nous arrive aujourd'hui sur certains titres
qui peuvent subir ce flux, on va dire retail, où il y a aujourd'hui de nouveaux brokers, il y a des forums, il y a des gens sur Twitter qui poussent des titres et qui sont vraiment, on voit l'impact sur les sociétés de manière directe et spontanée sur ces titres-là. Et du coup, nous, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on utilise des produits dérivés vanille pour réduire notre la volatilité. D'accord. Mais c'est pas le cœur de notre stratégie, mais en général, on le subit. Ouais. Comment on se diversifie quand même au sein d'un thème comme celui de la tech, est-ce qu'il y a matière à se diversifier quand même, ou est-ce que non, tout nous ramène forcément à l'IA avec des degrés de corrélation très forts? Alors, nous, on a des corrélations. Il y a plusieurs façons de se diversifier. En tout cas, notre philosophie chez Amplogest, c'est au sein du software, c'est limite une corrélation, c'est l'entité négative, oui, bien sûr. On voit, les mouvements de rotation, c'est un coup les semi-conducteurs, un coup les softwares. Vraiment, on a notre stock picking. La dernière fois, quand on avait discuté, on avait dit que pour nous, la cybersécurité, le directing que subit la cybersécurité, c'est une hérésie. Le temps nous a montré que c'était bien le cas avec Mythos qui argumente que l'IA va remettre en question pas mal de failles et va les montrer au grand public. Donc la cybersécurité a hérité entre-temps, c'est un moyen de se diversifier. Le divertissement. On va l'apprécier ou pas, mais généralement les jeux vidéo ont été ciblés, ont été des perdants de l'IA, comme des perdants de l'IA, on dirait, alors que les IP sont très protégés, c'est un marché en croissance séculaire. Alors si on fait du bon stock picking, donc on a certaines sociétés, notamment japonaises avec de belles IP, c'est vraiment totalement décorrélé de l'IA, les Spotify, les Netflix, mais le plus décorrélant aujourd'hui, c'est Apple, parce qu'il est aussi vu comme étant le grand perdant. Et il n'investit pas. Il n'investit pas dans l'IA. Je crois que c'est 10-14 milliards de capex liés à l'IA pour Apple cette année. Donc évidemment, on est un facteur 10 en dessous de ce qui se pratique ailleurs. Sur la diversification, vous avez déjà évoqué, c'est un bon moment est-ce que c'est un bon moment pour profiter de ce regain d'intérêt visiblement sur l'Europe, Enguerrand? Ça fait 1 mois, 2 mois, qu'il y a quand même une petite idée de surperformance qui s'installe. Alors, tactiquement, oui, potentiellement, parce que encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments où le marché a juste besoin de tourner un petit peu, prendre des profits, etc. Donc tactiquement, oui. Après, sur l'Europe, 2 choses. La première, c'est que l'appétit, le narratif, tout ce qu'on veut, c'est une chose, et à un moment donné, il faut qu'il y ait des résultats en face. Et avec péniblement 0,4, 0,5 de croissance en zone euro cette année, oui, il y a des segments dans lesquels il y aura de la croissance bénéficiaire, mais on n'est quand même pas sur une dynamique macro extrêmement favorable. Donc, le narratif de croissance européenne, à court terme en tout cas, à moyen terme ça changera peut-être, mais à court terme, n'est pas non plus extrêmement sexy. Donc, le cas vraiment d'une rotation fondamentale vers l'Europe, il me paraît assez faible. En revanche, ça me paraît plus intéressant d'investir sur l'Europe plutôt au travers de sous-thématiques. Typiquement, les bancaires, nous on reste très favorables aux bancaires européennes parce que c'est devenu une histoire de croissance, parce qu'on a encore pas mal d'améliorations structurelles à attendre dans un certain nombre de groupes bancaires, parce que la structure des taux reste encore favorable, parce qu'on aura peut-être, même si c'est un vieux serpent de mer, mais on aura peut-être un jour une consolidation, un transfrontière du secteur qui changerait énormément la donne. Donc là, on a une vraie histoire de fond. On pourra peut-être revenir sur la défense aussi. C'est vrai qu'on se posait la question, je crois, sur le plateau. Alors, c'est pas moi qui la posais, c'était un autre intervenant. Mais est-ce que c'est pas le moment de revenir sur la défense? Bon, on voit que les tensions des derniers jours sur l'Ukraine redonnent un peu d'allant au secteur. Donc, il y a des secteurs comme ça qui sont intéressants. Il y a le luxe qui peut être quelque chose sur lequel on peut essayer de revenir. Le luxe ou éventuellement la santé. En tout cas, les exportateurs d'une manière générale, avec un euro qui clairement maintenant, ou en tout cas un dollar, pour lequel l'argument baissier a, à mon avis, disparu. Donc, on a une situation de l'euro-dollar qui se stabilise, qui a peut-être redonné un peu d'allant aux exportateurs. Et les exportateurs sont plus intéressants à jouer parce que la croissance domestique européenne, la consommation domestique, à mon avis, va être faite. Donc, voilà, on a des sous-segments dans l'Europe qui sont intéressants, à mon avis, à investir. Après, l'Europe en tant que telle, en tant que véhicule de long terme, j'y crois assez modérément, malheureusement, pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées. Mais donc, voilà, ça reste... Il y a une partie de tactique. Quand, apparemment, on prend des profits, on revient un peu sur l'Europe. On voit aussi que les défensives européennes marchent bien quand on a un petit coup de stress global sur le marché. Mais plutôt, après, si on veut être un peu plus long terme, jouer plutôt des segments de marché européens que vraiment la grosse... L'ensemble du marché. Oui, j'entends. Bon, sur cette idée de diversification, Bastien, qui est un peu un casse-tête quand même, parce que c'est vrai que
l'IA se diffuse un peu partout aussi. Hein. Alors, sur l'Europe, pareil, bancaire, autonomie stratégique européenne, défense, c'est des thèmes auxquels on croit. Après, la défense, c'est des points d'entrée, là. Enfin, effectivement, le secteur a quand même un peu calé depuis quelques mois. Là, il y a des raisons de revenir. C'est ce qu'on pense, ouais. Et alors après, ce qu'il faut voir, c'est que les indices sont de nature complètement différente. Là, ce que j'ai regardé récemment, c'est ce qui est prévu en termes de progression des bénéfices par action pour l'année 2026, pour le Russell 600, pour le S&P, et puis pour le MSCI émergent. Pour le S&P 500, ce qui est attendu, c'est à peu près 25% de progression des bénéfices par action, dont facilement 13% sont expliqués que par le secteur IT. Donc déjà, on voit que la tech emporte tout dans cet indice-là. Enfin, pas tout, mais déjà, c'est très sérieux, quoi. Parce qu'en plus, on peut rajouter Communication Services. Oui, donc, bien sûr. On peut faire grossir un petit peu. La nomenclature, effectivement, et quand on parle de l'IA, c'est bien plus que la seule nomenclature tech qui est concernée. Quand on regarde le MSCI émergent, là, ce qui est attendu, c'est plutôt du plus 45% en termes de bénéfices par action. Et là, on est à plus que 30 des 45 qui sont expliqués que par le secteur IT. Donc c'est absolument énorme. Donc on ne peut pas vraiment faire l'impasse quand on regarde ces marchés-là. Et après, quand on regarde l'Europe, alors là, on est plus sur, je crois, plus 14% de progression des BPA, et la contribution de la tech sur les 14, c'est à peu près 1. Donc là, c'est très, très diversifiant par rapport, je veux dire, il y a un vrai pouvoir de décorrélation en Europe. En tout cas, en théorie, oui. Après, c'est vrai que... Bah oui, mais on a les pouvoirs il n'y a que plus 14% d'attente de bénéfices par action cette année. Donc là, on est quand même nettement en dessous des deux indices du S&P 500 et du MSCI émergent, quoi. Voilà. Après, je suis aussi d'accord sur le côté tactique, parce que là, vraiment, sur, on va dire, à peu près un mois, les actions européennes surperforment un petit peu, finalement, le S&P 500. Je pense que c'est quand même pas mal lié, finalement, au pétrole. Le fait que le pétrole baisse, c'est quand même vraiment une très, très bonne nouvelle pour l'économie européenne. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus dépendante, finalement, à ce sujet-là que peut-être d'autres économies. Et donc, en tactique, oui, là, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui apporte un petit surplus de performance aux actions européennes par rapport aux actions américaines. Enfin, je veux dire le S&P 500. Oui, j'entends. Après, le S&P 500, malgré tout, on est un peu on a été dans des zones sur les dernières semaines où, en fait, l'arrivée de Warsh, la communication de la Fed, les précédents job reports, donc je ne parle pas de celui qui est sorti aujourd'hui, mais les 3 précédents, ont fait qu'il y avait eu quand même un peu de fragilisation de ce momentum sur la tech, qui a commencé à regarder un peu les taux. Et je me souviens que le job report, à force de lever de la dette, à un moment, oui. Les taux comptent aussi pour ces boîtes-là, désormais. Exactement. Et par exemple, on va dire la mauvaise première quinzaine de juin, ça suit finalement le job report de mai qui a été publié début juin, quoi. Et là, on voit quand même que la macro joue quand même, mais peut-être pas pour ce qu'on anticipe d'habitude, c'est-à-dire la croissance, quoi. Là, c'est plus la conséquence sur les taux et sur la Fed que ça peut avoir. On voit d'ailleurs le S&P équipondéré, lui, qui surperforme depuis une paire de mois, pas beaucoup plus, mais on voit effectivement que l'indice qui gomme les effets de capitalisation se comporte mieux que l'indice qui retranscrit ces effets-là. Il y a aussi la baisse du pétrole qui finalement favorise plutôt, on va dire, l'économie réelle, l'économie hors tech, par rapport à finalement l'écosystème tech qui est un peu dans un autre monde. Bon, alors vous parlez du job report, donc c'est un jeudi, parce que demain est un jour férié en anticipation d'Independence Day aux États-Unis qui tombe un samedi. Je parlais de rapport un peu bizarre, ou de rapport ambigu. Alors, 57 000 créations d'emplois seulement, si je puis dire, et on voit quand même le taux de chômage baisser. Oui, alors ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une nouvelle fois, la crédibilité du rapport sur l'emploi du BLS est quand même très faible. Si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, vous le disiez, des créations d'emplois et puis une baisse du taux de chômage, encore que des créations d'emplois à 57 000... C'est le break-even, on nous dit maintenant. Oui, mais en fait, si on prend les révisions des 2 mois précédents, en fait, on est en négatif sur le mois. C'est-à-dire qu'on a moins d'emplois en juin qu'il y en avait sur le mois de mai. Donc, c'est franchement pas terrible. Et après, donc le Job Report, c'est 2 enquêtes, une auprès des ménages et une auprès des entreprises. Depuis le début de l'année, ça nous dit qu'il y a 500 000 emplois de plus, mais le nombre de personnes qui disent avoir un emploi a baissé de 1,7 million.
Ça devrait être pareil, en théorie. Ouais. Il y a un écart de 2,2 millions sur les 6 derniers mois. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Ça ne participe pas finalement à la crédibilité du rapport sur l'emploi. Et moi, je suis toujours un petit peu désemparé quand je vois ce chiffre parce que il y a tellement un peu de n'importe quoi dedans que... Et des révisions massives, un des chiffres les plus révisés au monde. C'est toujours très difficile de... En tout cas, ça fait les affaires de Kevin. Alors, c'est ce que... Et donc, Kevin Warsh a raison, Bastien. De multiples raisons, en fait. Ça lui donne raison parce que... Il faut travailler différemment. Finalement, il faut travailler différemment. La crédibilité des chiffres qu'on a, elle n'est pas très bonne. Et là, surtout, il y avait eu 3 job reports qui avaient été bons, qui avaient surpris les attentes très positivement. Ça avait amené les taux un petit peu plus haut. Il faut se souvenir, juste, on s'inquiétait, octobre dernier, je crois, le taux de chômage monte à un peu plus de 4,5, 4,54, 4,55. On commence à dire, voilà, c'est parti, les 5 arrivent, etc. Exactement. Et donc là, c'est là où on a vu les discours changer, etc. Et effectivement, ces 3-4 derniers job reports ont permis de redonner de la confiance dans le marché du travail américain. En début d'année, et même juste avant la guerre en Iran, les marchés anticipaient plutôt des baisses de taux de la Fed. Justement parce que le marché du travail était plutôt dans une mauvaise posture, voire avec des destructions d'emplois. Là, ça a complètement changé à cause de la remontée des prix du pétrole, enfin à cause de la hausse des prix du pétrole, bien que on a fait un U inversé. Et puis, ce qui a aussi beaucoup joué pour les anticipations de Fed, c'est ces 3 job reports que moi, franchement, j'arrivais pas à comprendre. Tout d'un coup, le secteur privé hors secteur de la santé se mettait à créer des emplois. Je comprenais pas du tout. Et puis là, finalement, on voit les révisions des mois précédents. Et puis ce mois-ci, le secteur privé hors secteur de la santé détruit les emplois. Donc on revient sur la dynamique qui prévalait avant les 3 mois précédents. Bon, donc il faudra encore au moins quelques autres points de données devant nous pour avoir une idée un peu plus définitive de ce qui s'y passe sur ce marché du travail américain. Qu'est-ce qu'on peut dire en complément, bien sûr, Enguerrand ? Est-ce que ça implique pour la Fed de Kevin Warsh désormais ? Pour rester sur la notion de la crédibilité aussi de ce rapport. Ce qui fait que le taux de chômage baisse, c'est aussi qu'on a une baisse très forte du taux de participation, et en particulier du taux de participation de ce que j'appellerais la population active cœur, c'est-à-dire les 25-54 ans, qui elle baisse de 6 dixièmes. 6 dixièmes sur un mois, ce serait la plus forte baisse sur un mois hors Covid depuis janvier 68. Mais donc c'est une anomalie. Donc, ça ressemble quand même à une anomalie statistique. La mauvaise nouvelle, c'est que sans cette anomalie statistique, le taux de chômage ne serait pas à 4,2, il serait peut-être plutôt à 4,4. Exactement. En tout cas, ça va dans le sens de Kevin Warsh sur toute la partie. C'est ce que rappelait Pauline également au début dans l'introduction, de se dire les données qu'on a sont pas forcément fiables. Et en tout cas, il faut soit revoir ces données, soit avoir des données complémentaires. Donc là, ça va dans son sens. Ça va un peu moins dans l'autre, axe de la communication de Kevin Warsh, qui était cette reconcentration sur l'inflation, qu'il a encore réaffirmé à Sintra. Il a dit, s'il y a des gens qui pensaient que la Fed allait se contenter d'une inflation au-dessus de 2%, ils vont être déçus. Donc il a bien rappelé. Pas dans cette équipe. Mais là, du coup, ça fait un peu moins ses affaires, parce que le mandat emploi rejaillit un petit peu, alors qu'effectivement, il était complètement sorti des radars grâce aux 3 derniers job report. Là, ça amène un peu de nuance dans ce narratif de redémarrage du marché de l'emploi américain. Donc, ça va être intéressant d'ailleurs de voir à la prochaine réunion de la Fed comment on commente là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a un seul chiffre, donc on pourra certainement passer dessus, surtout qu'on a l'impression que les communications de la Fed vont être beaucoup plus réduites qu'avant avec Kevin Warsh. Mais en tout cas, ça remet un petit peu de nuance dans ce narratif-là. Ça fait les affaires des marchés pour l'instant, à voir après évidemment comment ça se développe, parce qu'il ne faudrait pas qu'on réinverse complètement le narratif sur l'emploi, où là ça poserait des... Qu'est-ce qui maintient l'inflation à ces niveaux-là aux États-Unis si ce n'est pas le marché du travail ? Alors c'est assez compliqué à dire, je trouve, parce qu'en plus sur les sur le dernier rapport d'inflation, que ce soit le CPI ou le PCE, qui remontait, c'était notamment les services hors logement. Là où, à la limite, si ça avait été les biens de consommation, on peut comprendre, on sait qu'on a toute la remontée des biens électroniques, notamment avec les composants, l'IA, l'iPhone, etc. On avait encore un peu la queue de comète des tarifs, etc. Donc on aurait pu comprendre cette partie-là. Là, on a les services qui remontent. Alors, il y a des choses un peu temporaires, les prix des billets d'avion, des choses comme ça qui sont toujours assez volatiles. Donc ça explique une partie. Mais on a le reste qui est plus difficilement explicable, parce qu'en fait, effectivement, en face, on n'a pas une progression
des salaires, de l'emploi très forte. Ceci étant dit, même si là encore c'est une donnée énormément révisée, on a une baisse continue du taux d'épargne aux États-Unis, donc on a quand même une surconsommation globale par rapport à la croissance des revenus. Donc ça peut aussi expliquer en partie ce maintien de l'inflation qui semble déconnecté un peu de la dynamique du marché de l'emploi. Si je le dis grossièrement, Bastien, quand on regarde la progression du salaire horaire moyen sur un an, on est à 3,5%. C'était à peu près les mêmes équilibres sur les job reports précédents, avec une inflation globale à 4%. C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant que le salaire réel est négatif aux États-Unis. Est-ce que le consommateur peut tenir face à cette situation? Est-ce que ça pose un risque important? On parle de salaire réel, donc on parle de revenus. Oui. L'éléphant dans la pièce aux États-Unis, c'est pas le revenu, c'est le patrimoine. Les Américains n'ont jamais été aussi riches. D'accord. Ceux qui sont actionnaires de boîtes d'IA, notamment. Oui, mais pas seulement, parce qu'en fait, quand on regarde le patrimoine par décile, etc., ou par centile, on voit qu'effectivement, pour le centile le plus riche, ça a complètement explosé. Ça, c'est les milliardaires, mais quand on va regarder du 90e centile au 99e centile, c'est des gens qui sont riches, mais pas milliardaires, les patrimoines ont très fortement progressé, et même entre le 50e centile et 90e centile, ça progresse. Il y a eu une progression de patrimoine qui est assez forte, parce qu'en fait, les ménages américains, en général, détiennent quand même beaucoup d'actions, beaucoup plus qu'en Europe, et finalement, ils sont très riches. Et les Trump accounts qui arrivent, là. Pour ceux qui ne détiendraient pas encore d'actions, il y a les Trump accounts qui arrivent. Il nous reste moins de 2 minutes, Abdullah. J'avais quand même une question, enfin, votre sentiment sur la dimension politique qu'il y a autour de l'IA aujourd'hui. Dernier exemple en date, encore une fois, à confirmer, mais c'est le FT qui nous le rapporte depuis ce matin. Sam Altman, d'OpenAI, est en train d'avoir des discussions conceptuelles avec l'administration Trump pour permettre une prise de participation publique dans OpenAI de 5%. C'est pas dans la nature du capitalisme américain et de ce genre d'entreprise assez jeune et innovante d'aller chercher un actionnaire public. Alors, nous, notre vision chez Amplogest, et je pense qu'on avait partagé ici quand on était passé il y a peut-être 2 ans, on a écrit dessus, c'est que l'IA a toujours été politique. Et l'avènement du chat GPT c'était à peu près au même moment qu'il y avait le film d'Oppenheimer. Et c'était, pour nous, en fait, l'avancée vers l'AGI et l'ASI, qui est une super intelligence consciente qui dépasse de tout entendement l'humain, qui a accès à toute l'intelligence créée par l'humanité, qui peut développer de nouvelles choses. Pour nous, ça ressemble à la course vers la fission de l'atome. C'est que celui qui a résolu l'AGI ou l'ASI, la branchant sur un système de défense, ou lui demandant de créer aux atomes ou quoi que ce soit, c'est c'est échec et mat. Et donc, elle a toujours eu cet aspect politique, selon nous. On le voit encore plus aujourd'hui quand le gouvernement américain décide d'avoir une certaine vue sur les modèles avant qu'ils puissent sortir. C'est la preuve ultime. Nous, ce qui nous surprend, ce qui nous a réellement surpris, c'est que ça arrive aussitôt. Mais nous, on s'y attendait peut-être. Qu'on ait utilisé le kill switch là tout de suite maintenant pour des modèles frontières un peu plus avancés que les autres. Sur Mythos, par exemple, on a été assez surpris. Mais ça montre, en tout cas, au moins, c'est dit, c'est fait. Maintenant, il y a eu un précédent. Chacun doit se battre pour sa souveraineté. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Une discussion passionnante autour de l'IA. Merci, Abdullah Sardi, d'être venu avec ce beau GPU de NVIDIA. Merci à Bastien Dreux, Enguerrand Artaz, qui étaient également les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.